L'histoire, est-ce que ça se répète vraiment? On se pose souvent la question, surtout face à ces effondrements financiers dévastateurs qui ont l'air de surgir comme ça d'un coup et de tout balayer sur leur passage. C'est exactement ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Quand on regarde ces deux dates, 1929 et 2008, c'est quand même faux. Presque 80 ans d'écart. Et pourtant, regardez, crash boursier, faillites bancaires, chômage de masse. C'est la même liste, le même scénario catastrophe. Alors, la question qui s'impose et qui va nous guider, c'est « mais pourquoi ? Comment est-ce possible que ça se répète comme ça ?» Alors, pour comprendre ce mécanisme, il faut y aller étape par étape. On va faire une sorte d'autopsie d'une crise financière. Et le point de départ, presque à chaque fois, c'est le même, une bulle spéculative. C'est là que tout commence. Ok, une bulle spéculative. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Imaginez que le prix d'un actif, que ce soit une action en bourse ou même une maison, se mette à grimper, mais sans aucune raison logique. Sa valeur réelle, elle, n'a pas bougé. La seule chose qui fait monter les prix, c'est la croyance un peu folle de tout le monde que ça va continuer à monter et qu'on pourra revendre plus cher à quelqu'un d'autre plus tard. Et cette espèce de folie collective, elle suit un scénario quasi immuable. C'est une recette en 3 temps. D'abord, les temps fastes. Une période où tout va bien, l'économie tourne, l'argent est facile à emprunter. Pensez aux années folles dans les années 20 ou à la période juste avant 2008. L'optimisme est total. Ensuite, l'effet de troupeau. On voit son voisin s'enrichir, alors on se dit pourquoi pas moi. Tout le monde se met à faire pareil. Et enfin, le troisième ingrédient, le plus dangereux, le mythe. Cette petite voix qui murmure, cette fois, c'est différent. Et pour que ce feu prenne, il lui faut du carburant. Et ce carburant, c'est toujours le même, l'argent facile, la dette. En 1929, c'était la spéculation à crédit. On estime que 80% des actions étaient achetées avec de l'argent qu'on n'avait pas. En 2008, c'était le crédit immobilier à gogo, avec ses fameux prêts subprime. Dans les deux cas, c'est la dette qui a jeté de l'huile sur le feu. Cette citation des économistes Reinhardt et Rogoff résume tout parfaitement. C'est ce piège psychologique dans lequel on tombe à chaque fois. On se persuade que la situation est nouvelle, que les fondamentaux sont solides, que oui, cette fois, c'est différent. Mais en réalité, comme ils le disent, ça ne l'est presque jamais. C'est le syndrome de l'éternel optimisme, et c'est terriblement dangereux. Et alors, inévitablement, la bulle finit par éclater. Et là, le problème, c'est que l'incendie ne reste pas là où il a démarré. Non, il se propage, et il se propage à une vitesse folle. C'est l'étape de la contagion. Un problème qui semblait limité devient soudain le problème de tout le monde. Et le moteur de cette contagion, c'est un mot qui fait trembler tout banquier. La panique. La panique bancaire, c'est le scénario catastrophe. En fait, une banque ne garde pas tout notre argent dans un coffre. Elle le prête. Donc si d'un coup, tout le monde se rue au guichet pour retirer son argent, elle ne peut pas suivre, elle s'effondre. Même si à la base, elle était parfaitement solide. Et là, on assiste à un effet domino absolument terrifiant. Ça commence toujours petit. Une seule banque, une seule institution qui flanche. Et tout de suite, la peur s'installe. C'est une étincelle dans un baril de poudre. La question tourne dans toutes les têtes. Et mon argent? Est-ce que ma banque est sûre? Alors les gens se précipitent pour retirer leurs économies. D'un point de vue individuel, c'est parfaitement logique, on veut protéger son argent. Mais collectivement, ce comportement crée la catastrophe qu'ils cherchaient à éviter. C'est ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice. La peur de la faillite cause la faillite. Une réaction en chaîne se déclenche et des banques saines sont emportées par la vague de panique. Et l'ampleur du désastre, elle est juste ahurissante. Regardez ce chiffre, 13 000. C'est le nombre de banques américaines qui ont tout simplement disparu entre 1930 et 1933. En 3 ans, imaginez l'épargne de toute une vie pour des millions de familles qui s'envolent en fumée. Parce qu'une crise financière, ce n'est pas juste une histoire de graphique qui plonge à Wall Street. Très vite, l'incendie se propage à l'économie réelle, à Main Street, comme disent les Américains, c'est-à-dire à notre vie de tous les jours. Comment ça arrive? Principalement par 3 canaux. D'abord, l'effet de richesse négatif. La valeur de votre maison et de vos placements s'effondre, on se sent plus pauvre et logiquement, on arrête de dépenser. Ensuite, le robinet du crédit se ferme. Les banques qui ont survécu ont tellement peur qu'elles ne prêtent plus à personne. Résultat, l'économie se grippe. Et enfin, les ventes forcées. Pour payer les dettes, tout le monde est obligé de vendre en même temps, n'importe quoi, à n'importe quel prix, ce qui, bien sûr, fait encore plus chuter le marché. La conséquence de tout ça, on la voit ici, c'est un effondrement total de l'activité. Pendant la Grande Dépression, la production industrielle américaine a chuté de 46%. C'est presque la moitié. Imaginez, une usine sur 2 qui ferme en l'espace de 3 ans. Une destruction de richesse colossale. Et derrière ces pourcentages, il y a des vies brisées. 15 millions. C'est le nombre de chômeurs aux États-Unis en 1933. Ce n'est pas une simple statistique, ça représente des familles entières plongées dans la misère. C'est ça, le vrai coût humain d'une crise. Et ce n'est pas juste un souvenir des années 30. Ce n'est pas pour rien si on a appelé la crise de 2008 la Grande Récession. C'est parce qu'on a revécu le même schéma, explosion du chômage, chute de la production.
L'histoire ne se répète peut-être pas à l'identique, c'est vrai, mais elle a une sacrée tendance à bégayer. Ce qui nous amène à la question à $1 million. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour empêcher la prochaine? Est-ce qu'on a appris nos leçons? C'est ce qu'on va voir maintenant, en s'intéressant aux outils qu'on a mis en place pour essayer d'éviter le prochain cataclysme. Pour ça, il faut comprendre le problème fondamental, l'aléa moral. En gros, si une banque sait qu'elle est trop grosse pour faire faillite et que, quoi qu'il arrive, l'État viendra la sauver, eh bien, pourquoi se priverait-elle de prendre des risques complètement fous? C'est un jeu truqué. Si elle gagne, elle garde les profits. Si elle perd, c'est le contribuable qui paye la note. Alors face à ce problème, comment on fait? Les régulateurs ont mis au point une sorte de boîte à outils pour essayer de limiter la casse. Et cette boîte à outils, elle contient principalement 2 grands instruments. Le premier, c'est la supervision. Voyez ça comme un gendarme de la finance, qui vérifie que les banques ne font pas n'importe quoi. Le deuxième outil, ce sont les ratios de solvabilité. Là, l'idée est simple. On force les banques à mettre de côté leur propre argent, une sorte de matelas de sécurité. Comme ça, si elles subissent des pertes, elles peuvent utiliser ce matelas pour les absorber, au lieu de faire faillite. Alors, est-ce que ça marche? Toutes ces règles, ça peut sans aucun doute rendre le système plus solide. Mais la question de fond demeure, est-ce que ça change la nature humaine? Parce qu'au final, la finance, c'est un cycle éternel entre l'euphorie et la peur. On peut construire des digues plus hautes, plus solides, mais peut-on vraiment dompter l'océan? La question reste entière. Elle se posera à nous, sans aucun doute, la prochaine fois.